Merci de nous rejoindre pour 52 minutes de voyage au cœur des idées et des exemples qui permettent de façonner le développement du continent africain. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir connecter à cette économie, l'émission économique qui donne la parole aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, aux experts et membres de la société civile décidés à prendre en main la marche de l'Afrique vers l'émergence économique. La semaine dernière, nous vous avons parlé de l'économie verte en Afrique centrale et vu, à travers l'exemple de la CAC, la communauté des États de l'Afrique centrale, comment cette économie verte, à travers le nouveau modèle de production propre de biens et services qu'il prône, regorge d'opportunités d'affaires, et pour les individus et pour les États. Nous avons promis cette semaine, avec notre invité, Honoré Tabouna, expert CAC en valorisation des ressources naturelles, nous vous avons promis, disais-je, d'examiner les modalités ou la démarche pour créer une entreprise verte en s'appuyant sur les ressources de la forêt et du sous-sol, pourquoi pas. À travers des exemples concrets, nous allons débattre de l'identification des filières pour entreprendre, du montage juridique d'une PME, d'une société, du conditionnement et de la commercialisation du produit. Nous allons surtout voir comment la CAC et ses experts peuvent accompagner ceux qui ont la fibre entrepreneuriale à monter de telles initiatives porteuses d'emplois et créatrices des richesses. Monsieur Tabouna, merci une fois de plus d'avoir honoré à notre invitation. Vous êtes expert CAC en valorisation des ressources naturelles. Individuellement, pourquoi avez-vous choisi cette filière, ce métier? Bien, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est une chaîne qui est en train de monter, une chaîne panafricaine, comme vous le dites vous-même. Merci. Et ce qui nous intéresse au niveau de la CAC, parce qu'on a besoin de la promotion, de la communication, et notre intérêt est encore justifié par le fait que vous choisissez de communiquer sur un secteur qui est très important pour l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier. On a parlé de l'économie verte la semaine dernière et nous avons démontré que l'économie verte, si le concept était nouveau, mais les activités qui sont liées à cette économie verte ne sont pas nouvelles pour les Africains. Et plus loin, nous avons vu que ça renvoyait à notre culture, à notre identité. Donc l'économie verte n'est pas un choix, mais c'est une obligation, c'est même notre façon de vivre en Afrique. Une modernisation de ce qui se faisait à l'ancienne. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ajoute de la valeur économique, de la valeur sociale et de la valeur, disons, solidaire à ce que nous faisions avant, voyez-vous, et qui est maintenant aujourd'hui boosté par tout le discours de l'actualité, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une économie moins émettrice de gaz à effet de serre. Et la COP21 qui va arriver va venir donc mettre tout cela en lumière. Alors vous-même, Tabouna, comment vous arrivez là? Ça fait 3 fois qu'on vous reçoit sur notre plateau. Vous êtes expert, on reconnaît aujourd'hui vos compétences au niveau de la sous-région. Comment vous êtes arrivé à ce travail, à ce métier? Oui, ben, je vous assure que quand je termine mes études universitaires à Brazzaville, donc, parce que je suis originaire du Congo-Brazza, et que je m'en vais en France, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais j'avais un rêve, c'est travailler dans la valorisation des ressources naturelles. Et comme j'ai une formation de biologiste à l'origine, alors j'étais intéressé par la valorisation des produits de la forêt, les produits agricoles traditionnels. Je ne savais pas, mais quand j'arrive à Paris, la première sortie, un collègue qui était avant moi en Europe m'a conduit vers le marché de Château-Rouge. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. Donc quand j'arrive, alors j'étais surpris de voir que tous les produits agricoles traditionnels qui étaient vendus ici en Afrique centrale, étaient consommés en Afrique centrale, étaient vendus sur ce marché. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'ai compris maintenant ce que je suis venu faire en Europe. Et depuis donc 88, je travaille donc sur les produits agricoles traditionnels, les produits traditionnels africains, et ceux de l'Afrique centrale en particulier, des produits aussi bien alimentaires que non alimentaires. Alors, donc, j'ai fait des études sur la technologie agroalimentaire pour comprendre la transformation de ces produits, des études sur le marketing de ces produits,
des études sur la gestion des entreprises et des études sur l'économie botanique, donc l'économie de l'environnement, comme vous voulez. Et aujourd'hui, après, bon, j'ai pu travailler pour la plupart des organismes internationaux qui sont sur ces questions, la FAO, le CIFOR, le World Agroforestry Center, la Banque mondiale, pour voir comment on pouvait partir des savoir-faire traditionnels dans le domaine de la transformation, dans le domaine de la commercialisation, dans le domaine de ces distributions, de ces produits-là, pour aller plus loin dans le développement et essayer de répondre aux attentes immédiates des États et des populations, notamment en ce qui concerne comment créer de l'emploi. Et là, vous êtes engagé à la CAC où vous vous occupez de ces questions. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée de l'attente des États au niveau de la CAC concernant justement cette filière? Bien sûr. Comme je disais la semaine dernière, que nous avons, au sortir de Copenhague en 2009, initié la mise en place du système de l'économie verte en Afrique centrale. Et vous avez vu que de 2010 jusqu'à 2015, on a terminé le processus politique. Donc pour montrer qu'il y avait des attentes sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan économique et surtout sur le plan de la promotion. Sur le plan social, l'économie verte est peut-être source d'emploi. Est-ce qu'à ce niveau, au niveau de la CAC, vous avez déjà balisé le chemin, vous avez mené les réflexions, que ce soit au Congo, au Gabon, en RCA, comment cela se passe? Tout à fait, parce que, comme vous savez, le mandat de la CAC, il y a, on peut dire, 4 mandats. Il y a le développement, le marché commun, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'intégration économique et l'édification d'un espace de paix, de stabilité et de sécurité. Alors, l'attente des États en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations, on peut se focaliser là-dessus parce que vous verrez que nous avons des ressources naturelles extractives, le pétrole, les minerais. Nous avons une croissance de 5%, mais nous n'arrivons pas à avoir, disons, une croissance inclusive, c'est-à-dire qu'avec la création d'emplois, la solution des autres problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui la communauté économique des États de l'Afrique centrale a pris conscience qu'il y a un potentiel économique qui existe derrière ce concept d'économie verte? Exactement, exactement. La semaine dernière, nous avons parlé de l'identification de près de 33 programmes sectoriels. Et comme je disais, que ça touche finalement tous les secteurs de notre vie, s'il faut dire ça comme ça. Le bâtiment, le commerce, le transport. Alors, parmi ces programmes, il y a, on peut les scinder en deux. On peut avoir deux types, des programmes sur lesquels il y a moins de présence des populations, disons, rurales. Je prendrai le cas de l'économie du carbone. Ce n'est pas facile à comprendre déjà. C'est un marché naissant, c'est un marché en construction. Donc celui-là, il sera très difficile, par exemple, que ce soit l'entrée de l'Afrique centrale pour faire la promotion. Mais à côté de ça, vous avez un programme comme le programme des produits forestiers, de l'économie des produits forestiers non ligneux. Alors, et là, l'Afrique centrale peut s'engager? Peut s'engager tout de suite. C'est comme aussi le programme, il en est de même pour le programme de l'économie agricole traditionnelle. Là, l'Afrique centrale est prête, elle peut s'engager. Justement, c'est le thème d'aujourd'hui, comment créer une entreprise, une PME verte en Afrique centrale. Nous allons le voir, mais déjà au niveau de la CAC, il y a une réflexion qui est en gestation au niveau de la conférence des ministres sur l'artisanat. Est-ce qu'à ce niveau-là, des choses bougent? Est-ce qu'il y a des idées qui vont se mettre en place dans un proche avenir? Oui, dans un proche avenir, parce que nous sommes au service des États. C'est ça le rôle de la CAC. Nous sommes une force de proposition. C'est notre rôle, c'est notre mandat. Alors, donc, quand on a commencé à réfléchir sur l'économie verte, à côté de l'économie verte, nous sommes dit qu'il faut aussi penser à l'économie de l'artisanat et des petites entreprises, puisque nous voulons, parmi les services à offrir aux États, il y a ce service-là qui consiste à voir comment proposer des outils pour l'amélioration des conditions de vie des populations, comment créer des emplois aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Une façon de le faire, c'est de s'intéresser aux activités qui sont aujourd'hui au cœur
de la vie de ces populations. Et quelle sera l'ambition de la conférence justement des ministres de la CAC sur les questions de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises? Quel est l'objet de cette conférence? L'objet de cette conférence, c'est faire adopter des projets de décision pour booster l'économie de l'artisanat et des PME. Par exemple, un projet de décision sur les programmes. Quels sont les programmes de l'artisanat qu'il faut retenir? Parce que vous en avez, le secteur est divers et diversifié. On commence par quoi? Avoir un projet de décision là-dessus, un projet de décision sur le développement de ces entreprises, un projet de décision sur la réglementation, un projet de décision sur le financement. Est-ce que la réflexion est bouclée au niveau des experts que vous êtes, au niveau de la CAC, du secrétariat général de la CAC, ou bien à quel niveau se trouve le dossier aujourd'hui? À quelle étape? Oui, le dossier technique, il est déjà bouclé. Donc nous attendons que les États, notamment l'État de la République gabonaise, nous donnent le feu vert pour organiser, disons, cette conférence. C'était prévu en avril 2015, mais pour certaines raisons, la conférence a été reportée. Il faut même dire qu'elle était déjà prévue en 2012. Mais on s'est rendu compte que tous les éléments n'étaient pas en place. Notamment, il y a des informations qu'on voulait avoir sur les marchés à l'extérieur. Quand je dis des informations sur les marchés extérieurs, mais c'est surtout parce que nous étions dans une phase de mise en place des réseaux, des professionnels d'importation, impliqués dans l'importation des produits traditionnels de l'Afrique centrale, aussi bien alimentaires que non alimentaires. Bon, là, ce travail-là, nous l'avons quasiment terminé, ce qui fait que nous avons aujourd'hui tout le dossier technique pour organiser cette conférence. Comme nous ne l'avons pas organisé cette année, nous pensons qu'on pourra l'organiser l'année prochaine, au même titre que nous avons organisé en octobre 2014 à Kinshasa la conférence des ministres de la CEAC sur le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie de nos ressources naturelles. Et cette conférence est très importante, c'est même un rêve pour nous au niveau de la CEAC. Vous savez, nous avons tout en Afrique centrale. Et quand on parle de tout, souvent, on s'intéresse, disons, à deux types de richesses. Ce sont les richesses extractives, on s'intéresse à la forêt, mais on ne sait pas que l'artisanat est aussi l'une de nos meilleures ressources. Puisque, contrairement même au pétrole, qu'on trouve dans certaines zones, mais vous avez l'artisanat dans tous les villages, dans tous les pays. Parlons un peu de l'artisanat du meuble. À ce niveau, est-ce que la conférence, vous avez prévu quelque chose de concret à ce niveau, filière bois? Est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est mise en place pour accompagner justement ceux qui veulent s'investir dans la filière? Tout à fait. Vous savez, de tous les produits que nous avons, s'il y a un produit qui est abondant, on n'aura pas de problème avec la matière première, c'est le bois. Ce qui fait qu'en octobre 2014, c'était, disons, le produit au cœur de la réflexion sur l'économie verte. Par quoi on peut commencer? On avait retenu le bois. Et dans le prolongement de cette conférence de Kinshasa, nous avons prévu, donc, au cours de la conférence des ministres de la CEAC sur l'économie de l'artisanat et du bois, mettre le bois au cœur également, parce qu'on peut commencer par là, puisque la matière première... Prenons un exemple concret. En matière de bois, est-ce qu'il y a des artisans, on voit, qui fabriquent des meubles, etc. Comment pensez-vous que cela doit se mettre en synergie pour pouvoir justement créer une économie moderne du secteur? Tout à fait. Donc à Kinshasa, nous avons donc proposé des projets de décision, disons, aux ministres, et des projets de décision qui ont été validés. Et aujourd'hui, nous avons maintenant des décisions sur, sur toute la filière de l'économie verte, mais on citerait plus sur le bois. Donc nous avons un projet de décision sur le développement du marché des produits à base de bois au niveau de l'Afrique centrale. Nous avons un projet de décision sur le développement des petites entreprises qui sont impliquées dans les filières bois. Justement, vous revenez d'une zone économique spéciale, la zone économique spéciale d'un COP, du Gabon. Là-bas, il est prévu justement l'installation des artisans. Quelle peut être la contribution? Quelle est la vision de la CAC par rapport à ces petites PME qui produisent des meubles dans les quartiers, mais qui ne sont pas toujours regroupées? Quelle synergie impulsez-vous au niveau de la CAC? Oui, peut-être qu'il faut ajouter quelque chose un peu dans ma carrière, pour comprendre un peu comment est-ce qu'aujourd'hui à la CAC on arrive là. C'est la conjonction, disons, de plusieurs études, de plusieurs observations, de plusieurs constats, aussi bien en Europe
qu'en Afrique et en Afrique centrale, disons en particulier. Alors, comme je vous ai dit tantôt, que le dossier technique pour la conférence des ministres de la CEAC sur l'économie de l'artisanat et des PME est prêt. Et parmi les dossiers à présenter, il y avait le projet de décision sur les zones de production et d'exportation des produits artisanaux. Et quand je vous dis projet de décision, ça veut dire que ça s'appuyait, au cas où ça existe, sur, disons, l'existence, si on peut dire comme ça. Hein. Concrètement, oui, concrètement. Voilà, je vais revenir là-dessus, parce que c'est toujours bien de parler de la vision avant de descendre sur le concret. Alors, il s'agit au niveau de la CEAC, nous nous sommes rendus compte que, quand je disais au début que nous sommes prêts, c'est parce que nous avons des artisans qui sont dans la filière bois, dans tous les États de l'Afrique centrale. On vient de réaliser une étude ici à Libreville sur les petites entreprises et très petites entreprises qui sont impliquées dans la valorisation des déchets à base de bois. Nous venons de réaliser une étude à Kinshasa sur tous les artisans qui sont impliqués dans la transformation plus poussée du bois. Donc vous avez des menuisiers, vous avez des sculpteurs. On vient de réaliser la même étude dans le cadre du programme écosystème fragilisé d'Afrique centrale à N'Djamena. Donc un pays qui n'est pas producteur du bois, mais qui est importateur du bois. On a fait une étude. Un pays qui est producteur du bois, enfin deux pays, il y a le Gabon et il y a la RDC. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait une organisation spontanée. Parce que la vision de la CEAC dans le développement des petites entreprises, ce n'est pas d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas et d'amener ça dans l'Afrique centrale. C'est de faire une photo de ce qui existe et voir quelle dose de marketing, par exemple, qu'on peut introduire, quelle dose de communication, quelle dose de technologie pour que ce qui existe puisse se développer. Puisse se développer, ça veut dire que pour les petites entreprises, qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, qu'ils augmentent leurs revenus. Alors, donc, nous nous sommes rendus compte que dans le domaine du bois, il y avait des zones de production spontanée, où les gens s'étaient regroupés. On l'a retrouvé. Que faut-il faire? On l'a retrouvé à Brazza, on l'a retrouvé à Yaoundé, on l'a retrouvé un peu partout. Alors, donc, le projet de décision, c'était donc de voir comment est-ce qu'on peut les concentrer dans des zones avec un concept que nous allons présenter aux États. Mais ce concept-là, nous l'avons retrouvé ici, à Libreville, à la zone spéciale économique. J'y étais hier. Alors, j'ai été fasciné, parce que je n'ai pas eu le temps de visiter depuis que je suis là. Hier, j'y étais, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. Et je pense que le gouvernement de la République gabonaise est dans cette vision que nous encourageons, parce que nous avons vu ça ailleurs. Qu'est-ce qui va se faire en coque? Voilà, donc ce que nous nous proposons, d'ailleurs, je crois que c'est ce que le gouvernement fait ici pour les grandes entreprises, que toutes ces petites entreprises qui sont dans la transformation plus poussée du bois, qui sont à Kingele, et qui sont, j'ai vu en Zayon, partout. Et ce que j'ai vu à Bestet, mais il faut les amener là-bas. Quel va être l'intérêt de les regrouper sur place? L'intérêt de les regrouper, c'est pendant mes études en Europe, il était question qu'on fasse, on aide des importateurs qui sont dans la filière des produits artisanaux à base de bois. Hein, mais de bois les produits qui viennent d'un peu partout, notamment de l'Asie ou de l'Amérique du Sud, d'ouvrir, disons, que ces importateurs-là s'intéressent aux produits artisanaux africains. Donc nous les avons accompagnés, par exemple, au Burkina, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une organisation de ces filières. Les produits étaient beaux, mais souvent destinés aux touristes. Or là, on veut faire du bateau, on veut faire des containers. Alors, l'intérêt de les regrouper serait justement de se dire, c'est un message fort pour l'organisation. Nous n'avons pas de grandes entreprises qui sont dans la transformation plus poussée du bois, mais nous avons des artisans. C'est ça notre richesse. Et en regroupant les artisans, on peut faire la masse, la taille. Exactement. Donc on prend une idée et on se dit, si on les met en coque, après le recensement, on se rend compte qu'on a 5000 petites entreprises gabonaises, des artisans, qui sont dans la transformation plus poussée du bois. Moi, j'ai mon importateur qui est à Paris, qui vont dans la filière, ça peut être par exemple une grosse entreprise, on va la citer ici, par exemple Roche-Beaubois, qui est intéressé pour faire venir à Paris, en France, des produits artisanaux ou des sculptures gabonaises. Alors, si nous les concentrons sur cette zone, et que l'importateur, j'ai dit au début que j'ai 5000 artisans, lui, il a besoin disons,
Un chiffre, hein, on va dire, on a 5 000 et lui, il a besoin de 20 000 pieds, 20 000 articles. 20 000 articles. Oui. Nous, moi, j'ai 5. Et il veut 20 000 articles par jour. Mais il suffirait que je demande à mes 5 000 artisans de fabriquer 4 articles par jour. Et ça, c'est faisable. Et ça, c'est faisable, puisqu'ils le font déjà. Oui. Ouais, Est-ce que, en dehors de ce regroupement que vous préconisez, vous avez tenu compte de la décision, la question du design, du marketing et de la vente des produits issus des ressources naturelles? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, quand on veut s'intéresser, disons, au développement d'une telle activité, on commence par l'identification du produit. Est-ce que le produit existe? Oui, le produit existe. Est-ce que la matière première existe? Oui, la matière première existe, puisque là, nous sommes dans le bois. Il n'y a même pas de question à se poser. Hein. Est-ce que les artisans existent? Ils existent, ils sont dans toute l'Afrique centrale, voyez-vous. Donc, dans le cas du Gabon, alors, nous avons en face un marché. Hein, le marché, ça peut être le marché national, ça peut être le marché sous-régional, mais intéressons-nous par exemple au marché international, hein, puisque pour avoir travaillé sur ces filières, il y a vraiment une forte demande des produits venant de l'Afrique, parce que l'intérêt sur ces marchés, parce que ces produits-là véhiculent une culture, c'est ce qu'on appelle le marché des produits à fort marquage culturel. Et je crois que vous avez suivi dernièrement l'actualité avec l'exposition des artistes du Congo. Il y a une forte demande parce qu'à travers ce produit qui vient de l'Afrique, qui est produit par des artisans, on veut découvrir la culture. Voyez-vous? Donc, à partir de là, quelles sont, disons, les exigences du marché? Si c'est au niveau du design, et c'est ça justement l'intérêt d'avoir des artisans qui sont bloqués, ils peuvent centraliser, disons, le service du design. C'est-à-dire qu'ils sont... réduire les coûts. Voilà, exactement. Hein, ils sont 5 000, mais ils auront un même designer. Donc, qui donne le modèle, en quelque sorte, voilà, le modèle qui est exigé par l'importateur qui est en Europe. Voyez-vous? Donc, tout cela, c'est parce que c'est pour faire le lien avec la culture, avec les traditions. Parce qu'il ne faut pas toujours chercher à amener en Afrique quelque chose qui est exogène. Mais là, on part, disons, d'une approche qui est endogène. C'est ça l'approche de la CEAC. On ne veut pas aller chercher quelque chose que les gens ne vont pas comprendre, alors qu'ils ont déjà une façon de travailler. Voilà, un modèle sur place. Et pourquoi je le dis? C'est parce que dans mes recherches, je me suis rendu compte que pendant la colonisation, ou bien pendant que nous étions dans l'Afrique équatoriale française, il y avait des entreprises qui étaient installées ici, qui étaient spécialisées dans l'exportation des palmistes, destinées à des usines de fabrication du savon. Et comment ces entreprises procédaient alors qu'il n'y avait pas de plantation de... Voilà, tout à fait. Ils ne se sont pas posé des questions. Eux, ils avaient un objectif, c'est avoir une certaine masse des palmistes pour, disons, alimenter l'usine, par exemple à Marseille. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont identifié, ils se sont rendus compte que chaque ménage était capable de produire une certaine quantité de palmistes. Ils se sont appuyés là-dessus en leur demandant, voici les normes. Il ne nous faut pas des palmistes cassés. Les palmistes doivent être complets, voilà, doivent être entières. Et à ce moment-là, ils ont donné le cahier de charge à chaque ménage, et chaque ménage a produit une certaine quantité, et pendant plusieurs années, ils ont alimenté l'usine. Donc c'est un modèle qui est déjà présent dans notre culture. Alors, on comprend bien ici que la CAC estime qu'on peut démarrer tout de suite des petites entreprises à base des ressources naturelles, mais la loi, c'est de regrouper ces artisans en deux pôles et, si possible, avoir un importateur unique, fédérer, mutualiser un certain nombre de coûts, tels que le coût de design, pour effectivement booster la filière. Oui, c'est-à-dire que c'est un concept qu'on va proposer aux États, qui est déjà, disons, dans le dossier qu'on avait préparé pour la conférence. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand on parle d'une zone de concentration, ce que nous appelons dans le dossier qui a été monté, zone de production et d'exportation. C'est-à-dire qu'autour de l'artisan, on crée un environnement qui permet de créer des emplois directs, des emplois indirects. Quelle assistance technique il faut pour que les artisans se développent, qu'ils soient performants sur le plan technique? Donc, j'ai parlé du designer, ça c'est sur le plan... ça peut être aussi le marketing. Voilà, ça peut aussi être du marketing, donc ils vont centraliser le marketing. Si ceux qui vont faire de la transformation, ça sera par exemple des consultants qui sont autour d'eux pour leur apporter un appui sur les questions de transformation. Au niveau de l'exportation également, ils ont du conseil là-dessus. Donc, autour de l'artisan, vous avez d'autres métiers qui se développent. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, puisqu'on parle de la création d'emplois aussi bien chez les jeunes. Alors, ce serait une façon de se dire, les anciens sont dans la production.
Et dans les nouveaux métiers, pour accompagner les artisans, ce sont les jeunes. Par exemple, on peut avoir dans cette zone, hein, on prend l'exemple de la zone spéciale de Nkok, où nous avons tous nos artisans qui sont en train de fabriquer des sculptures très recherchées sur le marché européen. Moi, les jeunes vont se mettre dans l'Internet, voilà, la exactement. vente électronique. Voilà, pour faire le e-commerce, par exemple. Donc là, on a quelque chose qui est déjà présent dans nos traditions, la solidarité entre les générations. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons poussé la réflexion plus loin, c'est qu'il faudrait que nous ayons l'équivalent de ces zones de production en zone rurale, de façon à établir le lien entre la zone de production et d'exportation qui est présente en ville et celle qui est dans la zone rurale. Donc la première transformation, par exemple, peut se faire dans la zone rurale et la deuxième et la troisième transformation se faire... Exactement. Dans la zone urbaine. Voilà, tout à fait. Donc nous sommes même partis même plus loin dans la réflexion. C'est que pour ceux qui font sur le marché à l'export, hein, la même zone doit avoir des relations avec la zone, par exemple, de commercialisation des produits artisanaux africains avec Château Rouge. Nous sommes là actuellement, on a été contactés par la mairie de Paris, qui veut justement développer ce qu'ils sont en train d'appeler les marchés de 5 continents. Mais à l'époque, déjà dans les travaux, nous étions en train de chercher au niveau de Paris comment créer des emplois dans les banlieues françaises, où se trouvent les zones de commercialisation des produits exotiques, notamment les produits africains. Donc là, c'est de voir comment est-ce que, à partir du bois, on peut créer l'emploi au niveau de la zone rurale, là-bas aussi, parce que nous devons avoir une zone de regroupement, la zone qui est ici à Libreville et qui exporte sur, disons, dans la région parisienne. Donc nous sommes là dans la globalisation, par exemple, voyez-vous, mais sur un marché qui existe, sur lequel nous avons au niveau européen des importateurs de produits africains, ici des exportateurs de produits africains et au niveau des zones rurales, des producteurs et des commerçants, si on veut dire comme ça, pour le marché national. Donc c'est pour... C'est une synergie. En fait. Voilà, rester dans le réel. Voyez-vous, parce que longtemps, à chaque fois qu'on a fait beaucoup d'études, et on se rend compte que ça n'a pas décollé. Le BIT travaille là-dessus, la FAO travaille là-dessus, mais on se rend compte que l'artisanat est là. C'est parce que peut-être que l'approche n'a pas été bonne, ou bien c'était une approche qui n'a pas pu être appropriée parce qu'elle n'avait pas de lien avec la culture. Voyez-vous. Merci, M. Tabouna. Nous allons poursuivre notre entretien et cette fois-ci, nous allons parler de la filière, l'identification des filières. On va passer en revue quelques filières avant de parler de la constitution juridique. Mais avant, nous marquons une pause avec la régie et nous nous retrouvons juste après. Voilà, vous êtes toujours sur cette économie et nous avons pour terme d'aujourd'hui la création d'une PME verte. Nous avons en introduction de cette émission balisé le secteur, vu la vision de la CAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour ce qui est de la constitution des zones d'artisans et du modèle d'exportation à mettre en œuvre. Maintenant, nous allons passer avec notre expert, M. Tabouna, sur l'identification des filières. Passons en revue comme ça quelques secteurs, quelques filières, le retin par exemple. Oui, avant même de parler de filière, je voudrais, parce que s'il y a des petites entreprises qui sont en train de nous regarder, ou il y a des jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale qui sont en train de nous regarder, nous avons parlé du marché à l'export. Mais il s'agit ici de montrer les opportunités qui existent sur tous les marchés. Hein, le marché à l'export, parce qu'il y a des produits africains qui sont sur ce marché. Le marché local. Le marché local. Le marché sous-régional. Voyez-vous? Voilà, donc qu'on sache bien que nous ne sommes pas en train de discuter uniquement pour l'exportation. Mais c'est une photo que la CAC a fait. On s'est rendu compte que les produits africains étaient sur le marché local, sur le marché sous-régional, le marché africain et le marché international. Donc nous devons donc travailler sur ces marchés. Donc parlons des filières justement, puisque le thème de l'émission c'est lié à l'économie verte. Et nous avons dit au début que les chefs d'État ont pris une décision sur les programmes sectoriels de l'économie verte. Voilà, donc quand on parle d'une petite entreprise verte, c'est par rapport à chaque filière. Là, nous avons commencé par le bois. Hein, parce que le bois,
c'est vraiment notre richesse. Deuxième massif forestier tropical, nous avons la matière première. Et en principe, dans la vision de la CEAC, nous devons être parmi les meilleurs dans la transformation du bois, dans la formation du bois, dans la diplomatie du bois. Nous devons être les meilleurs puisque nous avons le bois chez nous. Et c'est ça dans la vision de la CEAC. Donc progressivement, nous allons construire et de là, façon... on a quelques images de Rosselin qui Tout à fait. juste en dessous. Oui. Voilà. Voilà, donc parmi les filières, donc commençons par les filières. On a parlé d'un programme qui a été retenu par les chefs d'État, qui est le programme sur l'économie des produits forestiers non ligneux. Vous savez, pourquoi c'est important d'en parler? Chaque fois que j'en discute avec certains collègues, certaines politiques, les gens pensent que c'est du libéralisme. Mais le monde est parti de là. Toutes les plantes cultivées qu'on a aujourd'hui ont été à un moment donné des plantes spontanées. On va prendre l'arachide. On va prendre la canne à sucre, on va prendre la tomate. Toutes les plantes ont été des plantes spontanées. Nous l'avons vu la semaine dernière. Exactement. Et on peut les domestiquer. Voilà, on peut les domestiquer. Donc il suffit de regarder ce qui s'est passé dans ces filières-là pour comprendre que si nous nous intéressons aujourd'hui, par exemple, au rotin, si nous nous intéressons au nkumu, si nous nous intéressons à tous les fruits sauvages, c'est parce qu'il y a déjà des précédents dans le domaine, dans le développement de ces produits. Donc l'espoir est permis et surtout, c'est parce que pendant que les entreprises qui étaient ici disons, dans la période de l'Afrique équatoriale française, ils avaient déjà fait des essais de domestication sur toutes ces plantes-là. Donc, parmi les filières au niveau de l'économie des produits forestiers non ligneux, nous avons des produits forestiers non ligneux d'origine animale, d'origine végétale, et la gamme est longue. La gamme est très longue. Voilà pourquoi justement nous allons cibler quelques secteurs. Voilà, exactement. Voilà. Il y a un marché là-dessus. Par exemple, le produit de le rotin. Là, on découvre le rotin au bord de rue à Libreville, en Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Exactement. Comment, aujourd'hui, quelqu'un qui veut entreprendre dans le secteur, quels paramètres prendre en compte? Je suis un jeune Africain de l'Afrique centrale, je vais me lancer dans le secteur. Qu'est-ce que je dois avoir en tête? Ben voilà, donc ce que vous devez avoir en tête, d'abord, c'est qu'il y a une demande sur ce produit. Parce qu'il faut commencer par là. Le produit est là. Il y a une demande pour ce produit. Donc, vous pouvez vous positionner là-dessus. Mais avant de vous positionner, donc, il faut savoir sur quel segment de marché me met. Parce qu'il y a l'importation des produits à base de rotin. Vous avez aujourd'hui ce marché-là sur lequel on trouve beaucoup des entreprises asiatiques. Hein, le produit qui est aujourd'hui, que vous retrouverez aux États-Unis, que vous retrouverez au Japon, que vous retrouverez aux États-Unis. C'est le grand marché de l'Asie. Voilà, exactement. Donc, il vient de l'Asie. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a une chance pour un jeune qui veut se lancer au niveau du marché local, vendre ses produits, au niveau du marché sous-régional ou au niveau du marché international, de se positionner? Oui, moi je prendrais le cas du marché local. Vous savez, aujourd'hui, les quelques petites entreprises qui se sont parfois regroupées de façon spontanée, ils sont sur un segment de marché. Hein. Vous avez les produits que vous êtes en train de montrer, les produits par exemple sur du balcon. Hein. Voyez-vous, donc vous avez d'autres produits toujours à base de rotin qu'on vend sur le marché. Mais maintenant, il faut aller plus loin en fait. Parce qu'on voulait ici surtout parler du potentiel qu'il y a. Aujourd'hui, le marché réel, il est petit parce qu'il n'est pas organisé. Voyez-vous. Maintenant, ce qu'il faut pour le jeune, c'est d'identifier les segments qui ne sont pas encore, sur lesquels il n'y a pas encore, des produits. Voilà, eux, ils peuvent se positionner là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui va commencer à fabriquer des paniers, la demande n'est pas très importante. Il faut donc imaginer d'autres produits. Imaginer d'autres produits sur lesquels le jeune pourra donc se positionner. Deuxième chose, c'est qu'il y a le marché extérieur. Le marché extérieur qui est très, très, très important. Il n'y a pas de produits africains. Mais donc, fabriquer des produits qui véhiculent une certaine culture de l'Afrique pour faire la différence, par exemple, avec les produits qui viennent de l'Asie. Mais je pense surtout aux produits destinés à l'ameublement. À l'ameublement, évidemment. Et au niveau de l'Afrique centrale, on trouve, on va dire, des fauteuils en rotin. Tout à fait. Accompagnés de mousse. On trouve aussi de quoi ranger. Absolument. Des documents de bureau, etc. À ce niveau, donc, est-ce qu'il faut sortir de ce cadre ou bien le jeune peut
En s'introduisant, avoir une différenciation en termes de la qualité, en termes de design, que faut-il faire? Tout à fait, c'est ça. Voilà pourquoi je suis en train de parler au début disons, de ce regroupement. Oui. Hein, parce que vous avez aujourd'hui des produits, parfois au niveau de la finition, il y a un problème. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que la filière existe, le produit existe et qu'il y a une demande. Donc il faut une certaine organisation, disons, des acteurs pour permettre aux gens d'accéder, disons, aux produits. Regardons à Libreville. Il faut passer par du bouche à oreille pour identifier un producteur de rotin. Alors que ce que nous sommes en train de privilégier, c'est qu'on ait par exemple des zones de concentration des fabricants de rotin. Ça va faciliter l'accès aux produits à ceux qui cherchent le produit. Et là, il y a la place pour les jeunes, parce que quand on prend par exemple la ville de Kinshasa avec 15 millions de consommateurs, alors il y a de la place pour vendre les produits à base de rotin. Donc cette organisation va permettre à ce que les jeunes bénéficient de l'appui technique. En tant qu'expert, est-ce que vous avez étudié aussi le produit à base de raffia? Quel est le potentiel? Oui, c'est-à-dire que, comme je dis qu'au niveau, je ne vais pas donner des chiffres ici, mais je donne, disons, des orientations par rapport au potentiel. Donc, si je parle, parce qu'on a parlé des trois marchés, il y a le marché donc, à l'export, il y a le marché national et il y a le marché sous-régional. Donc, avec le raffia, vous savez que c'est une fibre. Donc, il y a tous les produits qu'on peut fabriquer à partir des fibres sont importants pour cette filière. Et là, on a quelques images de raffia qui défilent en dessous, voilà. Des chapeaux, voilà, tout à fait. des Donc, sets, des voilà, donc ce sont tous ces produits-là qui peuvent donc être destinés aux consommateurs, ils peuvent être destinés aux véhicules, peuvent être destinés aux immeubles. Moi, je rentre, par exemple, des États-Unis, où j'ai vu que dans la tapisserie, on était intéressé par le raffia. Voyez-vous, c'est des marchés nouveaux auxquels nos parents n'ont jamais pensé. Nous avons aujourd'hui de la maroquinerie à base du raffia. La décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur. Ouais, donc, c'est des nouveaux marchés. Mais donc, une fois qu'on a identifié, disons, ces pistes de demande, si on peut dire ça comme ça, il faudra alors que la production s'organise. Parce que c'est là où il y a le problème, puisque quand vous partez sur les salons, vous allez voir tous ces produits-là. Justement, à propos d'organisation, je vais vous soumettre un cas pratique. Le Gabon a participé à l'exposition universelle de Milan, 2015, et il s'avère qu'il y a un fabricant de chaussures qui s'est intéressé justement au raffia gabonais, qui a présenté, après test en laboratoire, des conditions de résistance. Donc ce fabricant de chaussures et d'accessoires de mode voudrait justement importer le raffia gabonais pour ses productions. Alors, comment organiser l'affaire? Comment vous voyez qu'il est possible d'organiser la fourniture de ce grand fabricant, cette grande marque en raffia gabonais? Comment il est possible de le faire? Alors, bon, donc j'ai un principe où je dis souvent que c'est l'entreprise qui forme l'entreprise. Donc, le fait que vous ayez l'entreprise qui soutient l'entreprise. Donc le fait que vous ayez identifié une entreprise qui est en Italie, donc qui pourrait être importateur, il faut la mettre en contact avec ceux qui sont ici, qui sont dans la filière. Alors, compte tenu de... Et comme la filière n'existe pas, voilà, que faut-il faire? Il faut la construire. Et c'est le marché qui oriente. C'est ça qui est intéressant. On ne peut pas développer une filière s'il n'y a pas de marché. Dès lors qu'on a identifié le marché, parce que c'est l'un des objectifs de cette émission, montrer que pour tous ces produits-là, il y a un potentiel, il y a un marché. Et le marché potentiel, c'est celui-là qui nous intéresse. Le marché réel, il est petit, il est souvent limité ici. Donc dans le cas, par exemple, du raffia, il faut voir avec cette entreprise quel est le volume dont il a besoin et quelle est notre capacité pour répondre à cette attente. Et vous allez remarquer que dans le cas de ces produits, le fait que c'est des produits qui sont d'origine spontanée, il est très difficile, disons, de s'attaquer à un marché qui est très important en volume. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est aller progressivement. Au lieu, par exemple, je prends un exemple. Voilà, un cas pratique. Au lieu de s'intéresser à toute l'Italie ou à toute l'Europe, on va s'intéresser, par exemple, à une ville, puisque cette ville-là est capable d'absorber la quantité de raffia dont on a aujourd'hui. Une fois qu'on s'est lancé, que la filière a démarré, on peut maintenant passer à la domestication du raffia. Phase de plantation. Voilà. Passer à la domestication du raffia, organisation de toutes les opérations qui conduisent à la matière qu'on doit exporter.
Voyez-vous, voilà l'approche que nous avons développée dans les études que nous avons réalisées avant qu'on revienne à la CRC en ce qui concerne tous les produits, disons, d'origine spontanée. Le marché est gros. Si je prends par exemple le cas de la France, bon, nous sommes à peu près à 68 millions de consommateurs. Au lieu de s'attaquer à tout le marché, si j'ai des produits par exemple à base de rotin, je vais prendre un certain pourcentage de ce marché, un petit segment pour qu'on commence, pour qu'on lance la filière. Et pendant qu'on commence, on lance également la domestication. Et on commence à travailler la filière. Tous les produits cultivés qui, à l'origine, étaient des produits spontanés, ont suivi le même itinéraire. Donc dans le cas de ces produits d'origine spontanée, alimentaire, non alimentaire, là, dans le cas du raffia, dans le cas du rotin, c'est le même processus. Donc identifier tous ces marchés qui existent, aussi bien au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau international, je vous dirais qu'il y en a. Hein. Ici, si vous passez devant, en montant après IP9, vous avez disons, une petite zone, une petite concentration des producteurs de produits artisanaux à base du rotin, hein, voyez-vous. Donc, et donc, pour le cas du raffia, est-ce qu'on peut imaginer un processus où des jeunes qui nous écoutent en ce moment peuvent se mettre en coopérative et récolter le raffia et en même temps penser déjà à la domestication de ce palmier qui produit du raffia? Tout à fait. Voilà pourquoi je disais au début que l'entreprise forme l'entreprise. Donc, au cours de cette conférence que nous envisageons organiser, qu'on avait déjà prévu organiser, mais que nous devons organiser parce que c'est très important, il était question justement de faire venir des importateurs de tous les produits traditionnels africains. Nous avons mis au niveau du Canada le réseau des importateurs de produits traditionnels de l'Afrique centrale. Nous avons aux États-Unis un réseau des jeunes Africains, des jeunes de l'Afrique centrale qui sont déjà importateurs des produits africains et le produit de l'Afrique centrale. Au niveau asiatique, nous avons fait la même chose. Donc, au sein de cette conférence-là, c'est mettre en face les artisans d'Afrique centrale et ceux-là qui sont en Europe, qui importent déjà les produits africains. Donc, une fois que la filière est mise en place, alors il y a, on pourrait appeler ça comme ça, en quelque sorte une feuille de route qu'il faudrait mettre en place. On commence par où? Voilà. On commence par exemple à exporter, je dirais comme ça, un conteneur chaque mois, ou bien tous les 3 mois. Ensuite, on observe l'évolution. Exactement. Parce que nous avons, personnellement, je me suis intéressé à la filière de la banane. Comment la filière de la banane douce s'est développée. Là, c'est le cadre, le troisième point, justement, abordons celui des aliments, l'ethnic food. Voilà. Aujourd'hui, comment envisagez-vous, comment voyez-vous ce marché aujourd'hui? Comment le développer au niveau de l'Afrique centrale? J'entends dans les zones rurales, transporter des produits au niveau des grands centres d'agglomération et, si possible, exporter. Ça, c'est l'une des filières qui me passionne, la filière des aliments traditionnels. Parce que on peut se priver disons, on n'achète pas les habits tous les jours, mais on doit manger tous les jours. Hein, on doit acheter à manger tous les jours. Voyez-vous, ça me passionne. Et c'est la filière dans laquelle on peut aujourd'hui mettre beaucoup d'argent et avoir les résultats rapidement. Est-il nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour démarrer une PME dans le cadre de l'ethnic food? Je vais d'abord partir de ce qui existe. Voyez-vous, donc il y a la filière, les filières que nous avons identifiées dans tous les travaux que moi-même j'ai réalisés. Il y a le manioc, les feuilles de manioc. Parce qu'on peut consommer aussi bien la partie aérienne que la partie souterraine. Mais intéressons-nous à la partie aérienne parce que c'est celle-là qui a aujourd'hui un potentiel mais énorme au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. Feuilles de manioc. Feuilles de manioc. Alors, comment organiser ça concrètement? Voilà. D'abord, donc, comme je dis, les marchés. Commençons par le marché européen, parce qu'il y a des devises à gagner là-bas. Hein, parce qu'il y a il y a de l'argent gagné. Il y a de l'argent gagné. Il y a nos compatriotes qui sont déjà sur la filière des feuilles de manioc. Il y a des feuilles de manioc surgelées qui rentrent dans la région parisienne. Parce que dans les études que j'ai réalisées, autour de 2002, on avait à peu près 3000 tonnes de feuilles de manioc surgelées qui rentraient dans la région parisienne. 3000 tonnes en 2002. Voilà, 2002. Donc c'est énorme. Mais jusque-là, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est le potentiel. Parce que les feuilles de manioc, c'est un produit typique, c'est un produit qui est bien connu déjà. Donc les gens veulent le découvrir.
dit qu'est-ce que c'est et comment on le consomme. Donc nous avons sur ce marché-là les consommateurs, disons, initiés, qui sont les Africains qui sont là, et surtout les néophytes. Et qui veulent le goûter au saveur africain. Voilà, qui veulent le goûter au saveur africain. Et ces néophytes-là, on les retrouve dans la grande distribution, donc la distribution de masse en Europe. Donc si je prends aujourd'hui en France, ils sont 68 millions à peu près. Donc là, aujourd'hui, le marché, il est à peu près à 2%, vous voyez. C'est important. 2% de 68 millions. Voilà, donc c'est le marché de ce qu'on appelle le marché de l'ethnic food. Donc tous les aliments qui véhiculent une culture, tous les aliments qui dépaysent, tous les aliments qui font voyager. Monsieur Tabouna, on a compris qu'il y a un marché de l'ethnic food qui existe en Europe. Maintenant, voyons de l'autre côté, au niveau de l'Afrique, au niveau des zones rurales, comment organiser ces PME, comment les créer. Voilà, donc nous avons ce marché d'ethnic food en Europe et nous avons le marché ici. Et il y a les marchés anciens et les marchés nouveaux. Vous avez vu que vous et moi, quand on grandissait, on n'avait pas les feuilles de manioc, disons, écrasées, si on peut dire ça comme ça. Non. Mais maintenant, à l'entrée des marchés, vous avez des mamans qui vous vendent. Parce qu'avant, il fallait piler. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique au niveau de ce marché. Alors, comment alors organiser la production? Donc, c'est le même modèle. Nous avons dans les zones rurales où les gens le font de façon individuelle. Qui ont... une plantation, voilà, exactement. Un espace pas assez grand toujours. Voilà, donc maintenant dans le travail que nous avons fait au Cameroun, toujours avec cet esprit, l'entreprise forme l'entreprise. Alors, il y a les importateurs des feuilles de manioc qui sont donc des exportateurs de feuilles de manioc qui sont à Yaoundé. J'ai visité une petite entreprise qui fait travailler à peu près 30 dames qui font. Et cette entreprise-là donc a signé, on dirait ça comme ça, en quelque sorte des protocoles avec des groupements qui sont dans les zones rurales. Et donc, cette entreprise va collecter les feuilles de manioc à l'état brut? Voilà, exactement. Donc, les feuilles sont collectées au niveau des zones rurales, des gens qui sont regroupés, et qui sont envoyées à la petite usine qui existe à Yaoundé. Et au niveau de Yaoundé, donc avec toutes les opérations, le fait de nettoyer, le fait de piler, le fait de mettre dans les sachets, de mettre donc dans les chambres froides, le fait de les mettre dans les containers et de les envoyer en Europe. Vous voyez? Donc c'est ce modèle-là qu'il faut développer. Et ça tombe bien, par exemple au Gabon, il y a le programme Graines qui est en train de se mettre en place. Voilà. Qui ambitionne. Voilà, qui ambitionne. Le planter des feuilles de manioc. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a ces innovations commerciales, ces innovations technologiques, ces innovations produits qu'on a dans la filière. Aujourd'hui, donc, les jeunes peuvent arriver dans cette filière-là en attaquant ces marchés. Parce que ce qui se fait, par exemple, autour du marché Montboué, où les mamans écrasent... Montboué à Libreville. Montboué à Libreville, doit maintenant se faire de façon plus organisée. Donc, voilà pourquoi je parlais de ces centres. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un environnement socio-économique en ville qui ne nous permet pas d'avoir le temps de piler comme on le faisait avant. Mais maintenant, on peut avoir les produits prêts à être utilisés, prêts à être consommés. Voilà, donc ça, c'est des nouveaux segments de marché sur lesquels les jeunes peuvent se positionner. Donc nous avons des jeunes qui sont au niveau des zones rurales maintenant qui peuvent se lancer dans les plantations et faire par exemple la première transformation. C'est-à-dire que dans le cas des feuilles de manioc, qu'ils peuvent déjà nettoyer les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc arrivent nettoyées et pilées ici, parce qu'il y a l'électricité, parce que nous avons la chaîne froide ici, et commencer soit à vendre des feuilles de manioc brutes, mais déjà pilées, ou bien vendre des feuilles de manioc prêtes à être cuisinées. Alors, donc, une fois que cette transformation est faite ici, vous avez toute la restauration qui est intéressée par ça. Donc il y a un marché, on peut distribuer. Voilà. Alors, M. Tabouna, on va essayer, je comprends le sujet passionnant et on n'a pas vu le temps passer, 52 minutes, il nous reste à peu près 5 minutes. Nous allons continuer. Il y a les feuilles de manioc. Parlons un peu du vin de palme. Ça aussi, ça peut faire partie d'un produit d'exportation. Voilà, d'exportation. Et nous avons déjà expérimenté ce produit-là avec une petite entreprise qui est au Cameroun, donc qui exporte aujourd'hui sur le marché européen quand le consommateur, disons quand l'importateur se présente. Et il a commencé aussi, on est en train de faire des essais sur Libreville et qui vont aussi déjà dans la région de Yaoundé. Voyez-vous, et comme l'approche c'est toujours la même, on identifie une entreprise qui a déjà l'expertise et qui peut venir former d'autres. Et nous prenons des produits qui sont bien ancrés dans la culture. Aucun village ici me dira qu'ils n'ont pas de palmier ou bien qu'ils ne produisent pas de vin de palme. Donc avec cette entreprise-là, c'est initié, par exemple, des jeunes qui sont dans les zones rurales qui collectent déjà le vin de palme, de se lancer dans la collecte destinée
à l'embouteillement. Voilà, de ce vin de palme. Donc, prochainement, on viendra avec ce vin de palme ici pour que les gens goûtent déjà, qu'ils voient que c'est possible. Donc, nous avons introduit ce vin de palme dans la région parisienne et qui a reçu un écho favorable. Alors, le problème qu'on a, c'est toujours au niveau de l'organisation. Donc, voilà pourquoi il est important de dire ici que nous avons fait ce travail-là d'identification des potentialités, d'identification, disons, des acteurs dans la filière. Il faut maintenant passer à la mise en œuvre. Donc, cette conférence dont on parle, c'est finaliser tout le travail institutionnel. Et la dernière émission, nous avons parlé du fonds. Du fonds. Le fonds pour l'économie qui va l'accompagner. Exactement. Donc, Monsieur Taouna, s'il nous reste quelques 2 minutes, on va à 2 ou 3 minutes, on va les mettre à profit pour donner des conseils aux jeunes Africains. Comment créer une entreprise? Comment cela se fait? Est-ce qu'il faut partir des lois nationales? Quels conseils donnez-vous? Groupement d'intérêt économique, mise en place sous forme de coopérative? Quel est le conseil de l'expert que vous êtes? C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, que tous ceux qui ont la fibre entrepreneuriale doivent se lancer. Parce qu'il faut commencer. Il faut commencer avec cet esprit qui consiste à dire, voici ce qui me passionne. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu créer une petite entreprise dans l'agroalimentaire. Eh bien, je vais choisir un secteur ou bien un produit qui a un marché réel et un marché potentiel, capable, dynamique. Est-ce que la forme est décisive? Oui, la forme. Est-ce que je peux me mettre indifféremment en groupement d'intérêt économique, en coopérative, en entreprise individuelle, sans que cela n'ait un impact? Quel modèle choisir à partir de l'expérience? Oui, c'est-à-dire que tout dépend. C'est-à-dire qu'en ville, ici, si vous êtes sur un petit marché, notamment le marché national, vous pouvez vous mettre en individuel. Mais si vous voulez aller à l'export, au stade actuel tel que ça se passe, je vais conseiller vraiment le regroupement. Mais le regroupement qui a un lien avec notre culture. Parce que regrouper, disons, l'exportation ne veut pas dire que regrouper les affaires. Parce qu'il faut chacun a son business, voilà. Vous mettez ensemble vos produits pour faire le volume et le vendre à l'extérieur. Exactement, parce que ça, ce n'est pas nouveau. Vous verrez, par exemple, en Europe, ils ont ce qu'ils appellent des centrales d'achat. Pourtant, c'est des grandes boîtes, mais ils ont des centrales d'achat. Donc, faire ça. Faire la même chose au niveau des autres. Parce qu'il y a un lien avec notre culture. Il y a des choses qu'on ne mélange pas. Donc, ce n'est pas la peine de forcer des gens à se mettre ensemble. Mais par contre, ils peuvent faire des groupements de vente. Hein, voyez-vous? Donc ça, c'est possible. Donc ce que je conseille aux jeunes, d'abord, celui qui veut se lancer là-dedans, qu'il soit passionné. C'est ça qu'il veut faire. Et à ce moment-là, qu'il fasse moins d'études, mais qu'il soit pragmatique, qu'il commence quelque part, et surtout qu'il se fasse accompagner. Et c'est ce que moi j'ai appelé l'entreprise soutient l'entreprise, l'entreprise forme l'entreprise accompagne l'entreprise. Donc je terminerai par là pour dire que s'il y a une grande entreprise qui est déjà dans l'importation, c'est celle-là qui nous intéresse pour qu'elle accompagne les jeunes qui veulent se lancer dans une filière qui existe. Vous avez compris, la force dans la promotion des PME, c'est le regroupement, mais chacun maintient son business. Merci de nous avoir suivis et nous comptons vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cette Économie.